Voici une petite maquette d'église que j'ai faite absolument par-dessus la jambe, à titre de simple distraction, sans m'appliquer et en général en même temps que j'écoutais des podcasts. Je vous mets ça sous les yeux pas du tout dans le but de recueillir vos applaudissements, mais seulement pour vous montrer à quoi on peut aboutir sans grande peine, alors même qu'on n'a pas étudié Blender pendant des années comme une discipline universitaire, y compris si comme moi on ne cherche pas à y voir autre chose qu'une espèce de Lego ou de mécano informatisé. Le barbu que vous voyez au centre de cette image, c'est Le Corrège, un peintre de la Renaissance connu entre autres pour une anecdote sûrement apocryphe mais motivante. Au tout début de sa carrière, alors qu'il en était seulement à étudier les grands maîtres, on dit qu'il a un jour été mis en face d'une Madone de Raphaël. Bon, comme n'importe qui, il en a quand même au départ été passablement soufflé, seulement la surprise une fois passée, au lieu de se dire comme vous et moi l'aurions fait « Oh là là, jamais je n'arriverai à faire ne serait-ce que 40 fois moins bien », eh bien il se serait au contraire écrié avec volontarisme « Anch'io sono pittore !» Moi aussi je suis peintre. Et quelques années après, il arrivait en effet lui aussi à faire quelques petites choses dignes d'intérêt, comme la coupole de l'église Saint-Jean l'Évangéliste de l'abbaye de Parme. Ma petite église n'est assurément pas aussi impressionnante qu'une Madone de Raphaël, mais j'aimerais qu'elle vous inspire l'envie de dire « Anch'io sono un artista tridimensionale !» Moi aussi je suis capable de faire des caricatures de maquettes avec Blender. Et pour vous montrer que ça n'est vraiment pas la mer à boire, je vais vous raconter comment j'ai construit cette petite église avec très peu de soins, très peu d'efforts, et en somme toute très peu de jours. Pour moi, tout cela a commencé sur une route de campagne, alors que je cherchais un raccourci que jamais je n'ai trouvé. Non, je plaisante, ça a commencé un jour où je déjeunais au restaurant italien La Scala d'ici les Moulineaux. Je leur fais un peu de pub gratuite, leurs fettuccine aux pleurotes sont à tomber par terre. La Scala, c'est près du métro Corentin-Selton, ligne 12 du métro parisien, près du séminaire Saint-Sulpice. En me levant de table avec la panse bien remplie, je me suis dit qu'une petite marche digestive ne me ferait pas de mal, et je me suis mis à grimper la rue Minard, laquelle est très franchement pentue, et tout en haut de laquelle on arrive sur la place de l'église. L'église Saint-Étienne d'Issy-les-Moulineaux, c'est cet élégant édifice qui date de Louis XIII, à la sobriété architecturale bienvenue, et dans laquelle je suis entré, histoire de souffler un peu après mon ascension éprouvante, que voulez-vous, je n'ai plus 20 ans. J'ai remarqué à gauche une belle colonnade de style roman, et au fond du chevet, j'ai noté que la verrière centrale descend bien moins bas que les verrières latérales, sans nul doute parce que la présence d'un retable massif était prévue dès l'origine, comme c'est très souvent le cas dans les églises de l'époque de la Contre-Réforme. Et Blender dans tout ça? Eh bien justement, il n'a encore joué aucun rôle, mais il va se rattraper. 3 jours plus tard, je me suis mis à étudier cet effrayant poster pédagogique, relativement connu des blenderiens, et sur lequel un nommé Giuliano D'Angelo, décidément cette vidéo est très marquée par l'Italie, du site giudansky.com, giudansky.com, a inscrit les quelques raccourcis de clavier qui selon lui méritent d'être connus de tous les utilisateurs de Blender. Honnêtement, j'ai beau utiliser Blender depuis, je crois, 17 ans, je ne suis capable d'en identifier là-dedans qu'un petit tiers, mais c'est justement pour ça que je me suis mis à l'étudier, et en particulier dans la section Manipulate, qui est peut-être la plus fondamentale, j'ai repéré cette mention Control Hold égale Snap to Units, ce qui est effectivement une bonne technique pour mettre en place des objets à intervalles parfaitement réguliers sur le quadrillage orthogonal de base. Je n'ai pas touché Blender ce jour-là, je me suis seulement promis d'essayer cette manip dès le lendemain. Ce que j'ai donc fait en dupliquant soigneusement une quarantaine de fois le même poteau parallélépipédique pour aboutir à cet enclos carré d'une grande régularité et nonobstant d'une immense laideur. Et c'est tout ce que j'ai fait ce jour-là. Comme ça n'était vraiment pas enthousiasmant, 4 jours plus tard, je reviens à Blender avec l'idée de remplacer mon poteau parallélépipédique par de belles colonnes doriques, constituées, vous l'aurez compris, de l'empilement d'un parallélépipède, d'un tore, d'un cylindre, et à nouveau d'un tore et d'un parallélépipède. C'est le genre de choses qu'un débutant en Blender est normalement capable de faire 10 minutes après qu'on lui a un peu expliqué l'interface, et en effet, avec le fameux raccourci de clavier, il est très facile de dupliquer cette colonne pour aboutir à une colonnade parfaitement régulière. Repensant à la nef de mon église d'ici les Moulineaux, je me dis qu'il ne serait sans doute pas bien malin d'ajouter quelques arches sur ces belles colonnes alignées. Il suffit de savoir comment on soustrait un demi-cylindre à un parallélépipède à l'aide du modificateur booléen. Oui, il faut avoir appris à le faire, mais je vous assure que ça n'est pas malin. Mon arche étant produite, il n'y a plus qu'à utiliser de nouveau la manip de duplication régulière sur le quadrillage,
Et hop, voilà ma colonnade romane, laquelle on duplique globalement, et zou, voici déjà une amorce de caricature fort convaincante pour évoquer la nef de l'église Saint-Étienne. Tout ça a dû me demander à tout casser quelques dizaines de minutes de bidouille, et encore c'est bien parce que pendant ce temps-là, mon attention était accaparée par l'écoute d'un podcast n'ayant aucun rapport avec la choucroute. Comme soustraire un cylindre d'un parallélépipède, c'est vraiment un exercice de débutant, 2 jours après, j'ai eu envie de placer la barre un peu plus haut en m'attaquant à des arcs gothiques. J'ai un souvenir très lointain d'un cours d'école primaire où on m'avait expliqué qu'une voûte gothique, c'était l'intersection de 2 arcs de cercle. Je m'en souviens parce que c'était très rare qu'on nous laisse manipuler des compas tellement ces engins sont voués à crever les yeux des petits enfants. Sous Inkscape, je n'ai évidemment pas grand mal à dessiner un contour de fenêtre gothique, et je profite aussi d'Inkscape pour transformer les arcs de cercle en séries de traits droits. Je me suis écrit une petite moulinette Python pour transformer les points des polygones d'Inkscape en vertex 3D, donc tout ça est récupéré sous Blender, et en retravaillant un peu un maillage en prenant grand soin de ne pas le déformer, c'est assez facile d'aboutir à une espèce de brique de Lego rectangulaire en forme de fenêtre gothique, avec des pans obliques qui rendent la chose moins banale que la bête soustraction booléenne d'une forme géométrique. Cette brique rectangulaire étant faite, il n'est pas très difficile de l'insérer en plusieurs exemplaires en plein milieu d'une grande plaque parallélépipédique qui va donc ressembler à un mur d'église, mais je n'ai pas été satisfait du résultat. Vu de l'intérieur, les plans obliques de la fenêtre évoquent assez bien l'architecture gothique, mais vu de l'extérieur, on ne voyait pas ces pans obliques, et ça m'a paru raté. J'ai donc dupliqué ma brique de base avec ces pans obliques pour aboutir à une fenêtre gothique avec un recto et un verso, et pour le même prix, j'ai fait en sorte que l'inclinaison des pans ne soit pas la même des 2 côtés. À l'extérieur, on creuse la partie supérieure pour laisser entrer un maximum de lumière, et à l'intérieur, on fait la même chose pour la même raison, mais au contraire dans la seule partie inférieure. Reste à recommencer la fabrication de mes murs, qui deviennent dès lors des maillages assez complexes avec plus de 300 vertex et pas beaucoup moins de faces, mais ça n'est quand même pas du tout insurmontable. Et cette fois, le résultat devient à mon sens relativement convaincant, et en tout cas graphiquement intéressant. Je vous prie de noter que je n'ai bien sûr pas oublié mon option Snap to Units dans la bagarre, ce qui permet aux fenêtres d'être parfaitement en place par rapport aux piliers. C'est tout pour mes travaux du dimanche. Je ne me suis pas chronométré, mais je doute que ça m'ait pris plus qu'une fraction de mon après-midi, et j'ai continué à écouter des podcasts en même temps que je faisais tout ça, ça ne demandait guère de concentration. Le lendemain, comme j'étais assez satisfait de ma fenêtre gothique type avec son recto et son verso, je me suis essayé à des variantes, et certainement en me souvenant de Saint-Étienne d'Issy-les-Moulineaux et de son retable baroque, je me suis essayé à concocter un chevet gothique en prenant bien garde à donner moins de hauteur à la verrière centrale. Soit dit en passant, les verrières d'Issy-les-Moulineaux sont bien sûr romanes comme les arcades, parce que le mélange du roman et du gothique c'est généralement considéré, et à bon droit, comme une faute de goût, mais comme je ne suis pas très soucieux ni du bon goût ni de la conformité à mon modèle, je me suis même payé le luxe très bon marché d'ajouter 2 verrières latérales un peu moins hautes. J'ai regardé quelle tête ça aurait si je mélangeais tout ça avec ma colonnade et mes murs, et ça m'a assez motivé pour que je fignole un peu soigneusement le maillage. Au total, il comporte pas loin de 500 vertex et presque autant de faces. Là, j'admets, c'était quand même du boulot. Et d'autant plus que quand je m'en suis rempli les yeux avec la satisfaction du devoir accompli, c'est seulement à ce moment-là, cornegidouille, que je me suis rendu compte que j'avais sottement inversé le recto et le verso, alors que c'est moi qui avais tenu à ce que le recto et le verso soient faciles à distinguer. Je dois avoir fait des progrès en méditation zen, parce qu'au lieu de tout envoyer valdinguer en hurlant de rage, je me suis contenté de reprendre philosophiquement le travail, pas tout à fait à zéro parce que je suis assez prudent pour sauvegarder des versions intermédiaires au fur et à mesure que je fignole, mais j'ai quand même dû reprendre les choses assez notablement en amont. Au final, ça a donné ça, et j'étais plutôt content, ça commençait vraiment à ressembler aux ruines d'une église. Une fois de plus, je ne me suis pas chronométré, mais pour tout ça, je crois quand même que ça a représenté une petite journée de vrai travail. Ce n'est pas épuisant, mais ne nous leurrons pas, il faut quand même avoir un peu le goût du fignolage. Je crois que le lendemain a été la seule véritable journée de travail de tout le projet. Cette fois, je n'étais plus seulement en train de tenter des exercices ou de regarder ce que ça pourrait donner, je voulais vraiment aboutir à un résultat, transformer mes ruines d'église en un bâtiment complet et crédible, à défaut d'être réaliste. J'ai donc décidé d'ajouter un transept avec 2 chapelles latérales et un clocher, ce qui était facile, dans l'idée de finir par ajouter un toit que je me figurais beaucoup moins clairement.
Au départ, comme il s'agissait de réfléchir sur la structure, je pensais n'ajouter que des formes très simples, des parallélépipèdes ou pas beaucoup mieux. Mais quand on a appris à se servir du modificateur booléen, on n'accepte vraiment plus de se priver du plaisir de creuser des trous là-dedans, ne serait-ce que pour figurer des portes et des fenêtres. En revanche, il m'est vite apparu que le modificateur booléen marche d'autant mieux qu'on lui demande des choses moins complexes. Le bloc que vous voyez ici sélectionné, c'est censé être une simple extrusion de mon contour de fenêtre gothique, mais si on s'en sert pour percer un autre bloc, ça va y rajouter une quarantaine de nouveaux vertex, et il va donc falloir pas mal retravailler le maillage pour obtenir quelque chose de propre. Donc je me suis borné à soustraire des formes très simples avec très peu de vertex, et cette fois ça épargne beaucoup de travail. Il n'est même pas rare qu'il n'y ait pas du tout besoin de retravailler le maillage en aval du modificateur booléen. Cela étant, même avec des formes très simples, il n'est pas non plus rare que le modificateur booléen ne comprenne plus ce qu'on lui demande. Par exemple, quand j'ai eu creusé mes 2 portes dans cette façade, il n'y a plus eu moyen d'y creuser de rosace, même en la réduisant à un simple octogone. Comme je ne voulais pas y passer des heures, je me suis contenté de redécouper la forme en essayant de ne pas créer de nouveaux vertex. J'ai séparé le haut de ma façade en le réduisant à un simple losange, et cela fait, le modificateur booléen a consenti à y creuser un octogone. Bon, ajouter des murs, même déjà un peu percés, un clocher et des pans de toit, c'était facile, mais l'intersection des pans de toit au-dessus de la croisée du transept, ça risquait de demander beaucoup de soins, et par ailleurs je ne voyais pas bien comment tout ça aurait pu tenir debout sans que je m'impose la construction d'une charpente, ce qui risquait d'être bien compliqué. En plus, il fallait tenir compte du fait que l'abside n'était pas orthogonale mais un peu arrondie, de sorte qu'à la croisée du transept, un toit conique paraissait s'imposer, à ceci près qu'il ne reposait sur rien. Évidemment, ça n'aurait pas gêné Blender de maintenir ce cône en lévitation, mais moi ça ne me plaisait pas. J'avais déjà mélangé le roman et le gothique, je me suis dit que je pouvais aussi bien coiffer des colonnes de temple romain avec une structure circulaire en béton armé, qu'au moins ça ne donnerait pas l'impression de pouvoir s'écrouler au moindre souffle. Bon, l'essentiel de mon toit était en place, mais il restait quand même beaucoup de trous, et je pense que c'est quand même mieux quand il ne pleut pas à l'intérieur des églises. Alors j'ai décidé de résoudre tous mes problèmes en ajoutant une espèce de terrasse pour faire la jonction entre la structure orthogonale de la nef et la structure conique du toit. Sur une vraie église, il faudrait sans doute prévoir un peu d'inclinaison pour l'écoulement des eaux de pluie, avec peut-être des gargouilles aux angles. Mais ça, j'ai décidé d'oublier. La 3D est extrêmement chronophage, et si on veut terminer un projet, il y a toujours un moment où il faut se convaincre que le mieux serait l'ennemi du bien. Et comme ma terrasse ne bouchait encore pas tous les trous, j'ai aussi ajouté par-ci par-là des bouts de toit et des bouts de mur. Je dois admettre que ça m'a demandé un peu de concentration et qu'à ce moment-là, j'avais éteint ma radio et j'étais très studieux, mais ça a été la seule phase du projet où j'ai cessé de travailler par-dessus la jambe. Bref, je m'en suis sorti sans un travail titanesque, et à la fin de la journée, tout ce joli travail ressemblait bel et bien à une caricature d'église, au point que j'ai enfin pu m'offrir une visite de l'intérieur du chantier. Ça a bien sûr été l'occasion de retrouver aussitôt l'envie de perfectionner plein de choses. Par exemple, là-haut, ce bout du mur de la terrasse en plein milieu du toit de la nef, c'était franchement ignoble, et je l'ai retravaillé un peu plus tard. Bon, à partir de là, le gros œuvre est fini, on va pouvoir commencer à songer à produire des images, en ayant peut-être ajouté un peu de couleur avant ça. Mais l'air de rien, notre petite maquette est maintenant divisée en environ 45 éléments. C'est donc le moment de travailler dans l'outliner pour découper tout ça en ensemble logique, par exemple en rassemblant tout ce qui est mur et à quoi on va donner un aspect de pierre, tout ce qui est toit et à quoi on va donner un aspect de tuile, etc. Je ne me suis pas trop cassé la nénette, je me suis limité à 4 couleurs. La pierre des murs, la pierre des colonnes, le rouge du toit, et un peu de bleu pour la surélévation de la colonnade, sans raison particulière, juste pour varier un peu. Opérer cette mise en couleur est l'affaire de moins de 10 minutes. C'est le moment de produire les premières vidéos, ce que j'ai bien sûr commencé à faire avec les mouvements de caméra classiques qui font déjà l'objet de scripts Python dans mes scènes types. C'est déjà très valorisant et ça ne demande aucun effort, en revanche c'est coûteux en termes de temps de calcul. Avec un objet de cette complexité-là et le moteur de rendu Eevee, il faut compter à la louche 1 heure de calcul pour 1 minute de vidéo. Mais il est permis et même vivement recommandé de s'occuper à toute autre chose en attendant que la vidéo soit cuite. Tourner autour d'une maquette c'est bien, mais se promener dedans c'est beaucoup mieux. Comme c'est ce que je préfère faire en 3D, je suis devenu au fil des ans assez spécialiste de la question, et là je m'autorise un peu d'immodestie. Je crois vraiment que je travaille beaucoup plus vite avec mes techniques personnelles, à base de scripts Python, que ne pourrait le faire le blenderien moyen avec les techniques classiques de pose de clés d'animation.
J'ai défini environ 25 positions de caméra. Ça prend du temps, mais ça ne demande aucun soin, et en plus c'est très amusant à faire. On pourrait tout à fait faire la même chose avec des clés d'animation de Blender. En revanche, on aurait sans doute du mal à jouer perpétuellement comme je le fais sur les accélérations et les décélérations. Il faut penser à ralentir quand on s'attarde sur un détail ou quand on change nettement de direction, faute de quoi le parcours de la caméra sera bon, mais il y aura certains passages illisibles parce que trop rapides, et d'autres vraiment ennuyeux parce que trop lents. Ma technique à base de script Python résout le problème comme qui rigole, car elle me permet de travailler très facilement un fichier source dans lequel j'impose des vitesses de déplacement à la caméra, Blender permettant de tester en temps réel l'effet que ça fait. Au prix de quelques tâtonnements, j'arrive vraiment très vite à aboutir à des prévisualisations en temps réel qui correspondent vraiment à ce que je veux. Cela dit, il faudra ensuite laisser Blender calculer les images, et là, il n'y a pas de miracle, c'est aussi long qu'avec une vidéo classique. En l'occurrence, environ 1 heure de calcul pour 1 minute de vidéo. Eh bien voilà, on a fini. Dans les jours qui suivent, je n'ai plus travaillé du tout, mais je suis encore revenu sur quelques détails que j'ai eu envie de fignoler. En particulier, j'ai retravaillé les murs de soutènement de la terrasse pour les arrondir un peu et éviter de donner l'impression qu'ils étaient totalement en porte-à-faux, et puis j'ai ajouté des abassons au clocher. Bien sûr, si je voulais fignoler, je pourrais encore consacrer 6 mois à peindre des fresques, à ajouter des vitraux, des statues, du mobilier, mais il est vraisemblable que je préférerais plutôt m'attaquer à toute autre chose. Au final, cette petite maquette d'église, ça représente quoi comme travail ? Ça s'est étalé sur une quinzaine de jours, mais en fait je n'ai vraiment travaillé que 5 jours, et sur ces 5 jours il n'y en a qu'un qui ait représenté un gros effort. C'est le moment où j'ai revu la structure et conçu tout ce qui concernait le toit et la terrasse. Vraiment, si je me focalise sur les seules journées de travail vraiment complètes, eh bien je pense qu'il n'y en a eu qu'une. Pour les 4 autres jours où j'ai quand même un peu bossé, ça restait du travail de dilettante, étalé distraitement sur 3 ou 4 heures par journée. Voilà, c'est donc à peu près à ce rythme qu'on peut aboutir, avec quand même pas mal de pratique, faut être honnête, si comme moi on voit seulement Blender comme une version un peu intello du Lego et du mécano. Je donne ma bénédiction à ceux qui veulent aller beaucoup plus loin dans la recherche de l'utopie photoréaliste, mais personnellement je suis déjà content comme ça et j'espère vous avoir donné envie d'en faire autant. J'achève cette vidéo en priant Pythagore, Euclide, Le Corrège, Ton Rosendal et Saint-Étienne d'ici de vous inonder de leur bénédiction.